Le swing avec kettlebell hardstyle tel qu'il est enseigné aujourd'hui ne ressemble pas beaucoup aux premières vidéos de swing pourtant hardstyle que l'on pouvait voir il y a un quart de siècle. Alors on voit même certains ressortir des vieilles vidéos, des premières des vidéocassettes, hein, même pas DVD, mais vraiment des VHS de Pavel en train de démontrer des swings pour en profiter, pour être très critique, en oubliant que, évidemment, il y a un quart de siècle, que beaucoup de choses ont évolué depuis, et que très rapidement, en fait, le swing a évolué vers un style beaucoup plus hardstyle pour cette catégorie-là. Pendant qu'un autre style restait plus le style sport des kettlebells, donc le GS, avec deux finalités différentes. Et on en arrive encore à cette fameuse bataille de c'est bien, c'est pas bien, c'est correct, c'est pas correct, il sait pas ce qu'il fait, oui, mais ceci, mais cela. En fait, on voit beaucoup de commentaires, des gens qui ne connaissent pas grand-chose au final, comme toujours dans les commentaires des guerriers d'Internet, sur une chose où on oublie le contexte. Alors si on reprend le contexte, alors effectivement au début on voyait des swings qui étaient présentés un petit peu comme ça, là, tel que je le montre là. On avait quelque chose qui n'était pas forcément ultra dynamique, hein, qui avait un peu un côté de balancier, qui était un peu plus squatty, hein, donc on descend un peu plus bas, on a même Laurence qui va passer en dessous des genoux, hein, des choses qu'on considère comme étant hors du standard aujourd'hui, et on va se dire, bon ok, est-ce qu'on enseignait quelque chose de mauvais à l'époque? Non, ça dépendait du contexte. On était en train de réintroduire le swing dans l'entraînement avec kettlebell, qui était alors à l'époque un instrument qu'on redécouvrait, hein, qui était inconnu en dehors d'un tout petit cercle de pratiquants. Et c'est en faisant, en apprenant, en l'enseignant, et bien que petit à petit, ça a évolué vers autre chose. Ça ne veut pas dire que l'ancienne forme est mauvaise, ça veut dire que ça dépend du contexte. Aujourd'hui, ce qu'on veut avec le swing, dans la partie hardstyle, c'est vraiment entraîner ce mouvement de flexion, extension de hanche avec une charge. C'est donc ce qui l'éloigne beaucoup, hein, de l'autre style dominant qui est le style GS, où là, bien, ce qu'on recherche, c'est d'avoir ce mouvement-là, mais avec un maximum d'efficience, c'est-à-dire en étant capable de tenir le plus longtemps possible, avec le moins de dépenses énergétiques. Parce que le GS, ben, l'objectif, c'est de participer à des compétitions d'endurance où pendant 5, 10, voire plus longtemps, minutes, eh bien, on va pratiquer un mouvement. Donc forcément, on va avoir un objectif de dépense énergétique minimale. C'est un style qui a un objectif particulier, il y a un contexte où cet entraînement est tout à fait valable. Dans le style hardstyle, l'objectif n'est pas une compétition de swing. L'objectif est vraiment l'entraînement de ce mouvement de flexion de hanche que l'on veut renforcer. Et on va au contraire chercher une tension maximale, une explosivité au moment de l'extension. Ça va être beaucoup plus consommateur d'énergie, ce n'est pas efficient, mais là, le contexte encore, on ne cherche pas un mouvement efficient. On cherche un mouvement de renforcement dynamique de ce mouvement-là. Et c'est pour cela que bien, le swing a évolué, parce que de plus en plus, on s'est rendu compte que c'était un bon mouvement pour travailler ce modèle de mouvement fondamental qu'est la flexion de hanche de manière dynamique et qui va avoir un transfert sur différentes activités athlétiques, hein, ou même simplement dans la vie de tous les jours, ça va renforcer toute la musculature de manière dynamique qui permettra bien de mieux vivre, d'avoir une meilleure posture, d'être plus apte à pratiquer simplement différentes activités sans pour autant aller chercher le sport de haut niveau. Et donc, eh bien, au fur et à mesure, on a insisté plus sur cette flexion de hanche, donc quelque chose qui est moins squatty, qui est plus une flexion de hanche. On a insisté aussi, eh bien, pour faire en sorte que cette flexion de hanche soit maximale, qu'on ait un kettlebell qui soit le plus haut possible, donc on ne descend pas, on est relativement haut, et c'est ce qui fait que maintenant on a un mouvement qui ressemble plus à ça. Alors effectivement, si on compare les deux, il y a une différence. On reste quand même toujours avec ce mouvement fondamental et avoir ce balancé de kettlebell, mais ça a évolué depuis un quart de siècle pour s'adapter aussi à l'objectif que l'on veut avec ce mouvement. Donc on a la même chose
avec le relevé. Au début, le relevé, c'était on attrape un kettlebell, on part du sol et on arrive en haut en se relevant de n'importe quelle manière sûre. Ça, c'était au début des années 2000, dans les premiers DVD qui présentaient le relevé, qui avait été introduit d'ailleurs à l'époque par Steve Maxwell, comme Pavel le rappelle à de nombreuses reprises depuis. Et puis, ce mouvement s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de qualités, notamment pour son aspect yoga chargé, pour avoir ce mouvement autour de l'épaule en ayant une charge. Et il s'est avéré que c'était un très bon mouvement pour ceux qui rentraient dans le monde des kettlebells et qu'il avait aussi beaucoup d'applications dans la vie de tous les jours. En fait, on augmente la mobilité, on rend des épaules meilleures et plus résilientes, on corrige parfois certains problèmes d'épaule et au fur et à mesure, en le chargeant, on permet aussi de renforcer de manière générale le corps dans différentes positions. Et pour cela, il a fallu améliorer, trouver une manière qui soit correcte pour pouvoir enseigner ce mouvement à un maximum de monde et s'assurer qu'il puisse être fait de manière sûre par un maximum de monde. Et on en arrive effectivement à un relevé qui pouvait ressembler à quelque chose comme ça au début, où c'est simplement, on attrape le kettlebell et on fait en sorte de se relever, puis on redescend, tant que c'est sûr et contrôlé, mais de n'importe quelle manière, à quelque chose qui a l'air beaucoup plus codifié. Et en effet, ce mouvement-là en particulier, tel que je le présente là, il est codifié avec des étapes bien précises qu'on va suivre. Ça ne veut pas dire que c'est la seule forme correcte. En fait, en réalité, même quand on va plus loin, on enseigne beaucoup de variantes du relevé, qui vont dépendre là encore du contexte. Alors, tu retrouveras sans doute sur Internet tout un tas de guerriers qui vont te dire mais le mouvement, non, il doit être fait comme ça et pas comme ça, et ça, c'est pas la bonne forme, et ceci et cela. Mais comme d'habitude, on oublie d'abord la première question. Pourquoi ? Pourquoi on fait le mouvement? Et là, ça va amener beaucoup de modifications. Si tu fais le mouvement pour préparer une compétition de GS, oui, ça ne va pas être le même swing que quand on fait le mouvement pour préparer ton explosivité au niveau des hanches pour pouvoir être meilleur à la course. Deux objectifs complètement différents. Ou pour la santé générale, deux objectifs complètement différents. Le contexte, le pourquoi on le fait, c'est déjà la première question à se poser. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut obtenir en particulier avec ce mouvement et est-ce qu'il n'existe qu'une seule variante du mouvement? Non, il y a plusieurs variantes. Et en fait, tant qu'on peut remplir les objectifs que l'on veut avec ce mouvement, l'objectif qui va au-delà du mouvement particulier, que c'est sûr et que ça peut être pratiqué par la personne qui va apprendre ce mouvement, il y a tout un tas de formes possibles. Et là, évidemment, on en revient encore à l'importance du coach et non pas juste de la vidéo YouTube qui va te montrer un mouvement. La vidéo YouTube peut aider, peut montrer, peut donner des idées. Ensuite, le contexte et l'objectif que l'on a avec chaque mouvement devient extrêmement important. Et c'est là tout l'intérêt aussi du coaching. Voilà, donc toutes ces vidéos qu'on peut trouver, certains passent plus de temps à critiquer les autres ou à voir ce qui est bien ou ce qui n'était pas bien. Pense toujours, quel est le contexte? Pourquoi je fais ce mouvement? Quel est mon objectif finalement derrière tout ça? Et dans ces cas-là, ça va être différent. Rajoutons à cela les différences morphologiques que chacun va avoir et un mouvement qui respecte les mêmes standards, les mêmes principes fondamentaux pourra apparaître différent pour chacun. Et ça, c'est encore important. Voilà, pourquoi est-ce que c'est différent? Il y a un objectif et il y a aussi des différences morphologiques.